Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Alors, ce 25 juin 2026, et nous avons la chance de recevoir Jacques Sapir, qui est de plus en plus beau, de plus en plus en forme, de plus en plus bronzé. Donc voilà, vous pourrez le vomir dans vos messages en disant que c'est inadmissible, quoique il fait un peu chaud partout en France. En tout cas, on est content de te voir aussi radieux, Jacques. Est-ce que tout va bien? Oui, tout à fait. Et moi aussi, je suis très content de vous voir et de voir que vous supportez, évidemment dans des conditions plus difficiles que moi, cette vague caniculaire qui nous touche, mais qui me rappelle l'année 1976, quand j'ai passé l'examen final de sciences politiques à Sciences Po, et où mon jury et moi-même, nous liquéfions doucement par une température, alors c'était peut-être pas 40, mais il devait bien y avoir 36, 37, et pour un grand oral, c'est assez pénible. Doublement félicité alors. Ouais. Eh bien, si on te reçoit aujourd'hui, Jacques, c'est pour faire le suivi avec toi de ce que tu as entamé sur Fréquence Populaire, à savoir l'analyse des conséquences de la guerre dans le Golfe, de la guerre illégale lancée le 28 février dernier par les États-Unis et Israël. Alors, les 10 derniers jours, il y a eu à nouveau énormément de rebondissements rocambolesques. Le soir de l'anniversaire de Donald Trump, sous les auspices des combats des gladiateurs modernes de MMA, Trump a annoncé, ça y est, c'est la paix, c'est la négociation. J.D. Vance va aller à Genève, c'est le mémorandum d'Islamabad. On appelle ça en anglais le Memorandum of Understanding. Ça fait le mou en français, et peut-être c'est un peu mou parce que ça tient pas. Bon, si on se comprend bien, d'abord, Jacques, on est d'accord que ce n'est pas la paix, ce n'est pas la négociation finale. On est un peu comme lors de la conférence de Paris pour la guerre du Vietnam. On commence à peine, enfin les deux belligérants principaux commencent à peine à négocier et ça risque d'être plus ou moins compliqué. En tout cas, le détroit d'Ormuz était un peu ouvert, puis c'est un peu refermé, et puis il y a le problème d'Israël qui attaque le Liban. Comment vois-tu cela ? Alors oui, effectivement, le protocole d'accord, hein, en bon français, ce qu'on appelle le MOU, effectivement, le MOU en anglais, je veux dire, on est sur une situation qui est plus avancée que celle des négociations de Paris, qui avait commencé en 68 et qui s'était terminé en 73, parce que là, il y a déjà un texte d'accord. Alors bien sûr, il y a des différences d'interprétation, mais globalement, c'est un texte d'accord. Il n'y a plus d'affrontements majeurs dans le Golfe. Bon, alors il peut toujours y avoir des frictions militaires, hein, parce que justement, il y aura un désaccord d'interprétation sur tel ou tel point, mais globalement, les armes se sont tues. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les armes se sont tues aussi au Liban depuis 24 heures. Alors, évidemment, c'est très fragile. C'est très fragile parce que la population israélienne est elle-même divisée. Une partie souhaite continuer la guerre contre le Hezbollah. Une partie dit non, maintenant il faut s'arrêter absolument. Mais bon, voilà. On est dans cette situation, ni guerre, de fait on ne se bat plus, ni paix, parce que évidemment il n'y a rien de stable pour l'instant créé. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, sur le détroit d'Ormuz. Alors le détroit d'Ormuz est en train de se réouvrir. Il se rouvre lentement, mais il est en train de se réouvrir. Comme je l'avais dit d'ailleurs, la flotte qui est bloquée à l'ouest du détroit d'Ormuz peut pas être remise en état immédiatement, hein. Bon, donc ça va prendre du temps, mais ce que l'on voit, c'est qu'un flux croissant de bateaux passe désormais par le détroit. Et alors, ce qui est très intéressant, ce sont essentiellement des bateaux qui traversent le détroit d'ouest en est. Il y a très peu de bateaux qui traversent le détroit d'est en ouest. Comme si les armateurs se disaient, OK, sortons de ce piège.
on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, ils vont pas revenir de sitôt chargés du pétrole ou du gaz. C'est un point important. Alors, oui, effectivement, les bateaux qui passent d'ouest en est actuellement sont chargés. Même si c'est pas revenu au niveau de février de cette année, c'est un niveau qui commence maintenant à être relativement important. Notons d'ailleurs qu'il y a une majorité assez notable de bateaux qui transportent du pétrole iranien, alors soit des bateaux iraniens directement, soit des bateaux qui sont affrétés par les compagnies de pétrole iraniennes. Bon, donc ça veut dire que l'Iran utilise cette fenêtre pour sortir un maximum de pétrole. C'est bien vu de leur part. Bon, mais on est quand même dans une situation qui est problématique. Et ça, même Trump l'a reconnu. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut de Donald Trump. Par moment, il dit les choses, il les dit avec une certaine ingénuité. Il a dit, écoutez, il y a des gens qui sont contre ce protocole, ce sont des imbéciles, ils comprennent pas qu'on peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, il veut dire que les réserves américaines et les réserves mondiales globalement ont été très largement utilisées. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le prix du pétrole au niveau des indices, que ce soit le WTI ou le Brent, est aussi faible. Enfin, bon, il est autour de $73, c'est quand même 20% de plus qu'avant-guerre, mais bon, il est quand même très faible. Et c'est là où ça pose un problème, c'est que on voit bien que à un moment donné, il faudra reconstituer ces stocks, et donc la demande va remonter, alors que l'offre, la production, elle, ne peut pas remonter pour un certain nombre de mois, voire d'années. Donc voilà. On est d'accord qu'on a plusieurs éléments qui se croisent dans ce que tu dis. Et d'abord, ok, les bateaux commencent à sortir, mais ils ne rentrent pas nécessairement. Parce qu'il y a un problème dans un mois. Oui. Il y a le fait que ces bateaux qui sortent doivent arriver à bon port. Ça ne se fait pas non plus en une journée. Tout à fait. Il y a le fait que ceux qui ne rentrent pas ne pourront pas sortir. Donc, ça sera. Mais ça repousse le problème à plus tard. Et puis, il y a ce que tu dis sur les réserves. Donc, c'est bien les réserves qui ont fait peser la balance du côté d'un arrêt de la guerre. Tout à fait. Tout à fait, parce que Trump a compris, enfin, on a dû lui montrer les chiffres et les graphiques, et il a compris que les réserves allaient toucher un point minimum jamais atteint entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Et ça, évidemment, ça aurait été un signal extrêmement mauvais. Bon, ce qu'il espère... Et je rappelle que qu'on en avait parlé sur Fréquence Populaire, en parlant des rapports de JP Morgan et de Goldman Sachs, Aramco, et que tout à fait. C'est tout à fait réel. Tout à fait. C'est quelque chose qui était connu de tous les spécialistes. J'ai encore parlé par Internet avec des spécialistes qui sont à Houston ou qui sont, je dirais, dans les pays du Golfe. Et on voit bien que la situation est une situation qui est extrêmement fragile. Parce que, en réalité, le décalage entre l'offre et la demande est tel que sur le marché, les prix devraient être de $10 supérieurs à ce qu'ils sont actuellement. Par exemple, on est dans une situation qui n'a jamais été vue. Les réserves globales sont tombées et continuent de tomber actuellement à un rythme extrêmement rapide à leur niveau le plus bas. Elles sont pratiquement à un niveau le plus bas historique actuellement. Et le prix baisse. Alors que historiquement, quand on regarde les graphiques, on voit que chaque baisse des réserves s'accompagnait d'une hausse du prix. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les opérateurs, et il faut toujours rappeler que sur le marché du pétrole, il y a des opérateurs techniques, enfin c'est des gens qui utilisent le pétrole, que ce soit pour produire de l'essence ou des carburants, ou que ce soit pour la chimie. Bon. Mais il y a aussi beaucoup d'opérateurs financiers. Le pétrole, depuis la crise financière de 2008-2010,
est utilisé comme une forme de réserve par des sociétés financières et des banques. Bien. Donc, les opérateurs techniques, eux, ils savent à quoi s'en tenir. Et donc, ils disent, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, et ils profitent de cette situation. Les opérateurs financiers ont moins de compréhension des subtilités du marché du pétrole, et ils pensent que on pourra arriver à cette situation où une partie de l'offre manquante est remplacée par les réserves. Mais on ne pourra pas. On ne pourra pas, et on voit très bien qu'il y aura une baisse dans le volume des dégagements des réserves, et une baisse très sensible, qui devrait se produire dès début juillet. Par exemple, pour le mois de juin, on estime que le dégagement des réserves a produit à peu près 76 millions de barils pour le mois. Bon. C'est important parce qu'il faut savoir que si on part d'un déficit global de l'ordre de 8 millions de barils par jour, ça fait 240 millions de barils dans le mois. Bon. Là-dessus, une partie vient de la destruction de la demande, une demande qui s'est raréfiée. Une partie vient du dégagement, je dirais, non officiel des réserves chinoises, chose sur laquelle on n'a absolument aucune information. On sait que ça se passe. On sait que les Chinois soutiennent d'une certaine manière l'offre, en particulier en Asie, et qu'ils le font parce que la Russie leur livre beaucoup de pétrole, comme elle livre aussi beaucoup de pétrole à l'Inde. Bon, mais on connaît pas les conditions. Et puis il y a pour les réserves qui sont connues, c'est 76 à 79 millions de barils le mois. Bien. Mais en juillet, on va tomber à 26 millions de barils mois. Alors, même si l'offre reprend un peu dans le Golfe. Même si, par exemple, on passe de 8 millions et demi de barils jour à un déficit de l'ordre de 5 millions. Bon. Ce qui correspondrait en fait aux destructions avérées, en particulier sur les raffineries et sur les points de chargement. 5 millions de barils jour, ça fait 150 millions de barils dans le mois. Face à ça, les 26 millions restants de barils mois des réserves qui sont estimées pour le mois de juillet, ça fait très peu. Et donc, il faut bien comprendre que le prix du pétrole est appelé à remonter. Il connaît actuellement, pour différents facteurs, une période de baisse qui est assez particulière, mais d'ici la fin de l'été, le prix du pétrole va remonter. Alors, il ne va pas remonter, évidemment, au niveau absolument extraordinaire qu'il avait atteint en mars et en avril, mais il va remonter probablement pour le Brent, pour l'indice Brent, il va remonter probablement autour de 80-85 dollars le baril. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que on va être dans une période maintenant de relativement long terme, pour probablement un an, peut-être plus, avec des prix du pétrole relativement hauts. Deuxième chose qui est importante. Encore une fois, ça va être durable. Oui. Parce qu'il faut refaire les stocks. Oui, en tout plus à fait. de la consommation quotidienne. Oui. Normale. Donc, évidemment, ça augmente. Avant que tu continues, juste une petite question, parce qu'on avait discuté avec toi, que tu nous avais expliqué ici que le prix d'achat réel du pétrole physique était bien plus élevé pendant toute cette période de guerre parce qu'il manquait. Est-ce que l'achat du pétrole physique aujourd'hui est en train de se rapprocher du prix papier? Alors, oui, il est en train de se rapprocher, mais la marge est nettement plus élevée que ce qu'elle était avant le mois de mars. C'est-à-dire que, bon, tu sais, on était avec des écarts de plus de 100 dollars. Au moment où, par exemple, quand les indices disaient le Brent est à 120 dollars,
le pétrole se négociait réellement parfois à 240, 250 dollars. Bon, ça, cette période, elle est terminée, c'est très clairement. Mais on peut penser aujourd'hui que l'écart est entre 15 et 25 dollars. C'est-à-dire que quand ce matin on a un Brent à 73 dollars le baril, ça veut dire que pour du pétrole de même catégorie, le Brent, eh bien le prix de livraison, il va être entre 88 et 98 dollars le baril. Ce qui, quand même, fait une grosse pression sur l'économie. Tout à fait. Et je pense que dans le mois de juillet, donc comme le prix des indices va remonter, il va s'aligner progressivement sur le prix du pétrole physique, sur le prix du pétrole des livraisons. En tous les cas, c'est ce qu'anticipent tous les spécialistes de la question et qui pensent que l'on va rester pour au moins 6 mois, ils disent au moins jusqu'à la fin de l'année et probablement une partie de l'année prochaine, avec un pétrole qui coûtera réellement entre 85 et 95, 100 dollars le baril. Bon, donc voilà, ça c'est maintenant. C'est si les hostilités ne repartent pas, hein, on est d'accord. Si les hostilités ne repartent pas, effectivement. Toujours recommencer, malheureusement. Absolument. Absolument. Et donc, ça pose la question de la stabilité, évidemment, du régime du protocole. D'abord, la stabilité du protocole lui-même. Pour l'instant, les Américains semblent avoir obtenu des Israéliens qu'ils ne fassent pas de nouvelles opérations au Liban. Et je rappelle que les Iraniens ont, sur ce point, un petit peu cédé. Ils demandaient d'abord l'évacuation complète du Liban, et ils ont accepté le fait que on reste sur les lignes de position, mais que les Israéliens n'avancent plus, que les Israéliens ne fassent plus de bombardements, etc., etc. Bien. Bon, admettons que ça tienne et que les Israéliens ne fassent pas à nouveau une grosse bêtise. Ce qui, quand on connaît Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, évidemment est toujours possible. Mais je pense que les Américains ont, s'ils en ont la volonté, tout à fait les moyens de tenir la bride serrée aux Israéliens, parce qu'il faut savoir que Israël ne peut vivre militairement et économiquement que grâce aux États-Unis. Bon, donc voilà, ça c'est. Donc on admet pour l'instant, alors même chose, il y a toujours une friction, par exemple, le Conseil des gardiens de la Révolution vient d'envoyer une notice en disant aux bateaux qui passent le détroit d'Ormuz, attention, vous passez dans une zone dangereuse, vous ne passez pas par le chenal qui est devant Oman, vous devriez passer plutôt par le chenal qui est devant l'Iran, enfin bon, c'est bien. Là encore, pour l'instant, personne ne tire. Et c'est ça l'important. Personne ne tire, bon, ok. Mais après, il y a effectivement la vraie négociation. Alors, la négociation qui s'est ouverte dans des conditions fraîches, très bien, on est en canicule, on peut même dire assez glaciale en Suisse, puisque par exemple, la délégation iranienne a refusé toute photo avec la délégation américaine. Ce qui dit quand même quelque chose de l'état des relations et de l'état de confiance réciproque. Bon, mais on va rentrer dans les négociations. L'Iran d'ailleurs tire un profit évident de l'application du protocole, parce que le protocole implique le dégel de ses avoirs, chose importante, implique une possibilité d'exportation de pétrole que l'Iran d'ailleurs met à profit actuellement de manière massive. Bon, donc tout ceci, ça rapporte de l'argent à l'Iran et qui en a bien besoin pour se reconstruire. Donc tout ceci, ça me fait penser que si on s'en tient au texte, les Iraniens ne mettront pas des demandes supplémentaires. Ils ont suffisamment gagné pour ne pas chercher toujours quelque chose de plus. Le problème, c'est les Américains.
Bon, c'est très bien. Trump a dit voilà, ça y est, on a la paix, grande chose. Bon, ok. Ben, il y a quand même beaucoup de gens. Il suffit de lire la presse américaine qui disent attendez, nous on a lu le protocole et ce protocole nous est extrêmement défavorable. Donc, il y aura une pression qui va s'exercer sur les négociateurs américains. Et il faut toujours rappeler que l'administration Trump, c'est un mélange à part inégale et variable entre des gens qui sont ce qu'on appelle des Trumpistes d'origine, grosso modo la base MAGA, et des néoconservateurs. Parce que les néoconservateurs sont toujours présents dans l'administration Trump. Bon, il va y avoir des pressions pour rogner certains des avantages des Iraniens. Les Iraniens s'y attendent. J'abonde dans ton sens. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder de temps en temps, s'ils parlent anglais, CNN ou Fox. Alors CNN, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est depuis maintenant plus d'une semaine un ballet continu de spécialistes en géopolitique militaire et de sénateurs et de députés américains, démocrates souvent, qui critiquent massivement, qui disent c'est une défaite. Jamais vu des États-Unis, on a plié militairement, on est contraint d'accepter des clauses totalement défavorables, on se fait évincer de facto du Golfe. Là-dessus, Robert Kagan et les néoconservateurs les plus durs, depuis ce qu'il écrivait dans The Atlantic, qu'on a analysé ici, lui parle de défaites stratégiques jamais vues ou jamais dont les États-Unis n'ont jamais fait l'expérience. Et sur Fox News, bon, ils soutiennent le président, mais enfin, ils regardent leurs chaussures et régulièrement, il y a quand même des Lindsey Graham, des Applebaum qui passent et qui crachent leur venin, y compris sur Donald Trump, qui est un traître. Ça va être compliqué. Alors, le problème ne vient pas que des Israéliens. Il y a vraiment, comme tu dis, il y a une sacrée partie de l'élite américaine qui est contre en tout cas contre ce mémorandum. Tout à fait. Alors, pour l'instant, le meilleur argument dans les mains de Trump, du président, c'est de dire, écoutez, si on n'avait pas le mémorandum, on serait dans une crise mondiale gravissime. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si on avait repris les hostilités, très probablement il y aurait eu de nouvelles frappes iraniennes sur les champs pétrolifères, sur les raffineries, sur les postes d'installation, de chargement de bateaux, etc. Bien. Et donc on aurait pu avoir un déficit qui se serait accru. On aurait pu avoir la destruction du pipeline de l'oléoduc qui va du Golfe à la mer Rouge, qui permet de sortir quand même l'équivalent de 3 millions de barils jour. Hein. C'est pas complètement négligeable. Bon. Donc, quand il dit, et il l'a dit une fois, il l'a dit à la télévision, et je veux dire, avec une espèce d'ingénuité, bon, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la crise économique mondiale? Si vous la voulez pas, il n'y a pas d'autre solution que le protocole. Et il a entièrement raison. Bon. Alors, après va se poser le problème effectivement de l'accord de paix. Là, ça va être compliqué. Là, je pense effectivement qu'on est parti dans une négociation de longue durée. Ça ne sera pas les 2 mois qui sont prévus dans le protocole. Alors après, on peut toujours dire, oui, allez, on fait une rallonge de 2 mois, puis on fait une autre rallonge de 2 mois. Bon, ok, on peut faire durer un petit peu les choses. Parce que là, il y a des points sur lesquels les Iraniens ne céderont pas, on le sait, et ils l'ont dit. Hein. C'est tout d'abord la question du nucléaire. Ils disent, voilà, on est prêt à, d'une certaine manière, mélanger notre uranium enrichi avec de l'uranium non enrichi pour revenir à des niveaux d'enrichissement beaucoup plus faibles, mais on veut que ça se fasse chez nous. Et ça, il est absolument impensable que l'on confie ça aux États-Unis ou à un autre pays. Premier point, bon, ça c'est très clair. Deuxième point, les missiles balistiques. Même Trump a accepté ça. Sur un tarmac, on a vu, il a dit bon, on peut quand même pas empêcher les gens d'avoir des nucléaires civils. Hein, ben voilà, il revient à la réalité. C'est reculade. Oui. Oui, mais il revient à la réalité. Bon, même chose pour les missiles balistiques. Les Iraniens disent,
Nous n'avons aucune confiance dans les États-Unis. On peut les comprendre. Et donc, en fait, notre dissuasion, c'est notre capacité de frappe balistique, même si elle n'est pas nucléaire. Ok. Bon. Et ça, même Trump l'a reconnu. Il a dit, bon, après tout, il y a d'autres pays dans la région, Israël, qui ont des capacités de frappe balistique. Pourquoi l'Iran n'en aurait pas? Bien. Et puis le troisième point, c'est le condominium avec Oman, entre l'Iran et Oman, sur le détroit. Mais ça pose un problème. Alors, ça n'embête pas trop les Iraniens, parce que du moment qu'ils peuvent sortir leurs bateaux d'une certaine manière, pour eux tout va bien. Mais si ce condominium est d'une certaine manière mis en forme dans la loi, et il y a déjà toute une série d'avocats internationaux qui disent « Ah ben oui, c'est vrai que le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de zone qui soit entre les 12 kilomètres de l'Iran et les 12 kilomètres d'Oman. Les deux zones, en fait, se croisent. Donc, effectivement, on peut dire que c'est pas un détroit normal, bon, etc., etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'on prépare l'opinion à cette idée d'un contrôle irano-omani sur le détroit, mais il y a toute une série d'armateurs qui vont dire, bah, dans ces conditions-là, on retourne pas dans le Golfe. Alors, peut-être pas des armateurs de grande puissance. Par exemple, les armateurs chinois, ils peuvent retourner. Mais les armateurs de moyenne taille, ceux qui ne sont pas sûrs d'obtenir l'appui de leur gouvernement en cas de problème, ils vont pas vouloir retourner. Et donc, ça veut dire que, concrètement, et jusqu'à construction éventuelle d'oléoducs ou de gazoducs qui permettraient d'amener le pétrole et le gaz soit vers la mer Rouge, soit de le ramener vers la Méditerranée, bon, etc. Bon. Et ça prendra des années, cette histoire-là. Eh bien, une partie des capacités de production qui sont dans le Golfe vont être gelées. Alors ça, c'est un autre problème, et c'est un problème dont personne ne parle actuellement, mais qui est évident, et qui va se poser de manière, je dirais, économique. Alors, pas dans le court terme, bon, pas d'ici un an et demi, mais quand on verra qu'il y a très peu de pétroliers et de méthaniers qui reviennent dans le Golfe, là, on commencera à se poser un véritable problème. Sur ce mémorandum, j'avais fait une hypothèse l'autre jour ici sur Fréquence Populaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'il y a sûrement des clauses secrètes, des choses qu'on ne dit pas publiquement. Est-ce que les États-Unis n'ont pas ils ont l'air d'avoir rien obtenu. Hein. C'est quand même une défaite assez nette. Est-ce qu'ils n'ont pas négocié est-ce qu'ils n'auraient pas pu négocier avec l'Iran en demandant le maintien du pétrodollar et la continuation des paiements en dollars et de ne pas basculer en pétro-yuan, parce que ce serait ça la plus catastrophique défaite pour les États-Unis. S'ils perdent un peu pied et qu'ils subissent une défaite, mais qu'on continue à échanger en dollars, bon, le point important est sauvé. Ou tu penses que c'est déjà engagé sur du pétro-yuan d'une certaine manière entre les Iraniens, les Saoudiens et les Chinois? Alors, il y a des signes qui vont dans ce sens, mais ce sont des signaux extrêmement fragiles. On a l'ancien secrétaire d'État au Trésor qui a dit « Ah oui, mais après la fin de la guerre en Ukraine, la Russie va revenir aux transactions en dollars. » Ça me semble plus du wishful thinking, enfin disons des choses qu'on aimerait croire que de la réalité. Et même chose pour, en tous les cas, l'attitude des Iraniens. Bon, les autres pays peuvent avoir un point de vue assez différent. Faut signaler qu'il y a un autre problème qui se passe, c'est le risque d'éclatement de l'OPEP. Parce que même maintenant, au-delà des Émirats arabes unis, il y a l'Irak qui menace de sortir de l'OPEP.
Bon. Et ça pourrait aboutir à une situation, alors pour le coup, de confusion et d'instabilité totale sur le marché du pétrole. Donc, je pense que pour cette question du pétrodollar, les Américains peuvent limiter la perte d'influence du dollar dans l'ensemble des transactions, mais on ne reviendra pas sur ce qui a été gagné par le yuan ou par les autres monnaies. Et très clairement, on le voit, parce que le mouvement de baisse du dollar et de montée des autres monnaies de transaction. Alors, le yuan, évidemment, mais il y a aussi, par exemple, il y a des opérateurs qui utilisent des petites monnaies, comme par exemple le dollar canadien, le dollar australien, le dollar de Singapour, bon, etc. Bon, et tout ceci, mis bout à bout, bah, ça fait plus que l'euro. Ça commence à jouer un rôle dans les transactions supérieur au rôle que joue l'euro. Donc, pour dire que on est vraiment là sur un mouvement de long terme. Alors, les Américains peuvent éviter que ce mouvement devienne catastrophique dans les mois qui viennent, mais je ne pense pas qu'ils sont en mesure maintenant de bloquer le mouvement de long terme. Donc, ces histoires de clauses secrètes, évidemment, on pense toujours à... Il y a malheureusement quelques grandes expériences historiques, mais en règle générale, ces clauses secrètes, elles se révèlent très rapidement. Donc attendons, mais pour l'instant, je ne vois absolument aucun signe que l'Iran revienne au dollar comme monnaie de transaction. Et d'ailleurs, c'est parfaitement compréhensible. Attends, chat échaudé craint l'eau froide, hein, comme on dit. On leur a fait le coup une fois, on ne leur fera pas deux. Hein. Bon, même chose pour les Russes. Même chose pour les Russes. Bien sûr, le risque, c'est de se retrouver à nouveau avec des avoirs aux États-Unis, puis qui peuvent être gelés n'importe quand et rebelote. D'accord. Alors, la situation en l'état. Tu avais fait dès le début du conflit une analyse en plusieurs étapes, s'il est court, moyen, long. Voilà. En l'état, avec les problématiques de rouverture du Golfe que tu as déjà, du détroit d'Ormuz, que tu as déjà indiqué, en comptant le fait qu'il y a toujours 75 sites d'extraction de gaz et de pétrole qui sont quand même détruits ou très fortement endommagés. Quelles sont tes corrections sur tes propres estimations pour l'économie en général et l'économie française en particulier, en imaginant que d'une manière ou d'une autre, le mémorandum se maintienne, l'accord se maintienne et que ça reparte doucement. Oui, on va dire à condition géopolitique comparable. Voilà. On reviendra dessus. Mais voilà, ouais, bon. Imaginons, allez, espérons pour tous que ça se passe bien, parce qu'encore une fois, il y a un peu de raison, comme tu as dit, qui est arrivé dans la tête de Donald Trump, finalement, de quelques mois, et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose mais qui est cette levée du blocus. Tout donc, à fait. À géopolitique constante. Absolument. Alors, à géopolitique constante, à court terme, les prix des carburants ont un effet déflationniste, ou disons de modération de l'inflation. Parler d'effet déflationniste, c'est peut-être un bien grand mot, ça va avoir un effet de modération de l'inflation. Par contre, les effets liés au choc chimique, eux, se maintiennent, évidemment, et commencent à prendre, et vont prendre une importance de plus en plus grande dans l'été. C'est ce que j'avais dit, hein. J'avais dit qu'on verrait l'impact du choc chimique à partir de juin, et puis surtout sur juillet, août et début septembre. Et ça se confirme absolument, et on le voit par exemple sur les niveaux de production de l'agriculture, sur les estimations qui maintenant sont faites des récoltes. Ajoutons à ça, et ça n'a absolument aucun rapport avec ce qui se passe dans le Golfe, on a des conditions climatiques qui sont globalement mauvaises. On va avoir un effet El Niño extrêmement fort, donc des sécheresses importantes sur les deux continents américains, évidemment beaucoup sur l'Amérique du Sud, mais aussi en partie sur les États-Unis. Donc voilà. Et on a évidemment les conséquences de la canicule en Europe,
Bah oui, parce que la canicule, faut pas oublier que c'est la deuxième. Hein. On a déjà eu un effet canicule en juin. On a la canicule de maintenant. On annonce de possibles nouvelles canicules pour fin juillet, voire début août. Ça va avoir des effets sur l'agriculture. Bon. Donc, on peut penser que ça, plus l'ensemble des effets sur la production d'engrais, sur la production de produits de matières plastiques, bon, tout ce qui est lié à la pétrochimie et à la gazochimie, bon, cet effet inflationniste va commencer à toucher massivement les économies à partir de, je dirais, de fin juin, mais surtout juillet, août et septembre. Maintenant, il y a évidemment l'effet de baisse relative pour quelques semaines des prix indiciaires du pétrole. Je pense qu'ils vont repartir, mais ça ne sera pas évidemment la grande montée. Donc ça veut dire que les prévisions d'inflation restent toujours supérieures à 4%, mais que avec mes collègues, on les a plutôt modérées par rapport, je dirais, au premier jet d'estimation qu'on avait présenté. Et donc, oui, on aura très probablement 4% d'inflation. Je signale par exemple en Allemagne, ils sont déjà à 2,9% d'inflation acquise. Donc depuis le 1er janvier. Nous, on est autour de 2,6. L'écart n'est pas, je dirais, n'est pas étonnant parce que l'Allemagne est beaucoup plus sensible au prix des hydrocarbures que ne l'est la France. La France a quand même l'effet nucléaire qui sert d'une certaine manière à mettre de l'inertie dans la montée des prix liés au coût de l'énergie. Après, l'effet chimique et surtout l'effet de diffusion de ces différents effets chimiques dans l'ensemble de l'économie, ils vont être importants. Et donc, je pense qu'effectivement, on devrait se retrouver à la fin d'année avec plutôt 4-5, alors que je pensais 5-6 au départ, mais ça reste quand même important. 4-5% d'inflation pour la France, probablement 5% d'inflation pour l'Allemagne, peut-être plus. Peut-être plus. L'Allemagne, et je le répète, c'est le pays le plus touché. Bon. Quels sont les impacts sur la production ? Alors évidemment, toute hausse des prix, quand elle n'est pas compensée, a un effet sur le pouvoir d'achat. Mes collègues de l'INSEE, eux, font une hypothèse qui est intéressante, mais qui est à vérifier. Ils pensent que les Français vont désépargner massivement, ne serait-ce que pour maintenir l'illusion, je dirais, d'une situation à peu près normale pour les vacances. Donc ils s'attendent à ce que la baisse de production ne soit pas importante pour le deuxième et le troisième trimestre. Par contre, à partir du milieu du troisième trimestre et du quatrième trimestre, elle devrait devenir plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France devrait connaître une récession de l'ordre de 0,7%. Alors c'est moins que ce qui avait été prévu, hein. Puisque je rappelle, hein, les données que je vous avais fournies, elles tablaient sur une récession de -1 à -1,1%. Bon, ça sera moins, mais il y aura quand même un effet négatif sensible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les organisations internationales ou la Banque de France n'arrêtent pas de remodifier leurs propres chiffres. Alors, je rappelle, on était parti de plus 1,1% de croissance. Maintenant, la Banque de France dit 0,7. Alors 0,7, ça correspond à, je dirais, une évolution linéaire à partir de ce qu'on a connu au premier et une partie du deuxième trimestre. Moi, je pense qu'on ne tiendra pas 0,7, c'est évident. On devrait passer sous la barre des zéros. Alors après, est-ce qu'on sera à moins 0,7% ou est-ce que le gouvernement, après tout on est en année électorale, hein,
Et s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est qu'en année électorale, on n'a jamais vu un gouvernement être un parangon de rigueur budgétaire. Est-ce que le gouvernement va remettre de l'argent dans la machine? Oui, c'est très probable. Je ne sais pas quand il le fera, bon, mais il peut le faire par différents instruments. Et donc, on peut, si on cumule l'effet des épargnes et si on cumule, je dirais, un effet, volontaire du gouvernement pour maintenir l'activité, peut-être qu'on pourrait n'être qu'à moins 0,3%. Peut-être. Mais ça demande là, évidemment, vérification et surtout, on ne sait pas dans quelle mesure la désépargne va être effective donc à la fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire maintenant, et surtout au troisième trimestre. Bon, tout ça nous donne des résultats qui sont un peu moins mauvais que ce qu'on avait estimé et ce que j'avais estimé il y a un mois, mais qui sont pas bons quand même. Je rappelle que ce qui était prévu, c'était une croissance de plus de 1%. Si on passe même à moins 0,3, ça veut dire qu'on aura eu une chute de croissance de 1,4 points. C'est quand même assez important. Pour l'Allemagne, c'est encore plus catastrophique parce que l'Allemagne était en train de sortir de la nasse dans laquelle elle était plongée depuis 2022. 2023, 2024 et 2025 ont été des années absolument horribles, des annus horribilis, comme aurait dit la reine d'Angleterre, d'un point de vue économique. Bon. Et le début de l'année marquait un redémarrage de l'industrie allemande. Bon. Évidemment, elle va prendre de plein fouet le choc énergétique, le choc chimique, les effets de diffusion du choc, et elle pourrait repasser en négatif, alors qu'on espérait entre plus 1,3, plus 1,6, venant après 3 années de récession. Bon. Donc ça va être quelque chose d'important en Allemagne et d'important même politiquement. Parce que le discours de Merz, c'était de dire, et ça continue d'être de dire, écoutez, oui, on a eu 3 mauvaises années, j'en suis pas responsable, bon, etc. C'est les autres, c'est mes prédécesseurs, bon, ok, bon, mais voilà, mais vous allez voir, ça va repartir en 2026. Et si on constate qu'en 2026, on est revenu à la situation en fait de 2025, il va être en situation relativement difficile. Alors déjà, on le voit dans les sondages. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les partis officiels, hein, que ce soit la CDU-CSU qui semble être assez discrédité, ou le SPD qui semble être encore plus discrédité et qui profite de cette situation. C'est l'AfD, Die Linke. Et la scission de Die Linke, le bloc BSW. Et il se retrouve maintenant dans tous les sondages dans les Länder. On n'a pas encore d'informations sur les sondages nationaux. Mais dans tous les sondages dans les Länder, il se retrouve régulièrement à 6-7% des voix, alors que par exemple l'AfD caracole autour de 30%, hein, voire plus. Il y a même des Länder où l'AfD est à 37-38%. Donc, ça va poser un véritable problème politique. Et donc, il y a de ce point de vue-là une lourde incertitude politique à la fois en France et en Allemagne. C'est pas une situation qui est très bonne, je dirais, pour les économies européennes, parce que, évidemment, quand l'Allemagne cale, l'Italie cale. Parce que l'économie... Oui. Ouais. Vas-y. Et d'ailleurs, pour la France, les chiffres sont tombés aujourd'hui, tu as dû voir, de la dette, 3 536 milliards d'euros, selon les dernières publications de l'INSEE, soit 117,5% du PIB.
on est sur le premier trimestre, selon l'INSEE, une augmentation de la dette publique qui a augmenté de plus de 800 millions d'euros par jour. Bon, 3 500 milliards, 117%. Il y a un risque que les taux augmentent, surtout si la guerre repart, ça, on verra. Mais c'est vraiment pas bon, en tout cas en France. Oui, c'est pas bon, mais c'est pas ça l'inquiétant. Je rappelle que la question de la dette, alors d'abord, on fait toujours le ratio dette sur PIB. Il faut être un peu sérieux. La dette, c'est du nominal. Bon. La dette, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux. Excuse-moi, depuis quand, en mathématiques, ou même en physique, on compare des grandeurs non comparables? Mais c'était la répétition, la mère de l'éducation. Et je crois que tu l'as déjà dit 3 fois ici. Mais je pense qu'il faut répéter beaucoup parce que c'est tout le temps présenté comme ça. Donc, oui. Voilà. Tout à fait. Flux sur stock, mais ça marche pas. voilà, bon. Et par ailleurs, comme on va avoir une forte inflation en 2026, et que, évidemment, comme le numérateur est en nominal, il faut calculer aussi le dénominateur en nominal, parce qu'on ne va pas en plus ajouter une incohérence dans la manière de présentation. Bon, il y a déjà une incohérence suffisante sur ce ratio. Bon, ça veut dire que en nominal, nous allons avoir un accroissement du PIB. Hein, si tu fais plus 4,2%, moins 0,7%, tu as quand même, grosso modo, allez, je passe sur les intérêts composés, tu as plus 3,5%. Donc, en fait, c'est pas ça la question. La véritable question, et ça c'est un vrai point, c'est dans quelle mesure le coût des remboursements annuels de la dette, c'est-à-dire le coût de la dette, va-t-il augmenter ou diminuer par rapport au PIB? Et s'il augmente par rapport au PIB, là, ça devient effectivement inquiétant. Bon, et c'est là-dessus qu'il faut plutôt se caler. Alors, je reprends l'Italie. Si la France et l'Allemagne vont pas, évidemment, l'Italie peut pas aller bien. L'Espagne, qui était présentée comme un grand succès, je pense qu'elle a mangé son pain blanc et que la situation en Espagne va désormais devenir beaucoup plus compliquée, d'autant plus qu'on est parti sur une crise politique majeure en Espagne. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu les journaux espagnols, les scandales s'accumulent. Et ça fragilise terriblement le gouvernement de Sanchez. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des nouvelles élections fin 2026 ou début 2027? C'est une... Pour ceux qui ne sont pas au courant, Madame Sanchez se promène avec un bracelet électronique, elle ne peut pas quitter l'Espagne, le pays. Plusieurs de ses proches ont été touchés par des enquêtes anticorruption. Ça a un petit côté Kiev-Zelensky. Voilà. Oui, enfin, disons... Mais ça va être compliqué de continuer. Tu vois, bon. Et comme par ailleurs, ils ont eu, parce que le gouvernement a redonné du pouvoir d'achat à la population, ils ont eu 2-3 ans avec des résultats économiques importants, mais là, ils vont plus pouvoir le faire. Et donc, ça va vraiment être une situation compliquée parce que on voit bien que les questions économiques s'imbriquent maintenant dans les questions politiques. Et c'est pas vrai simplement dans l'Union européenne. C'est aussi vrai dans la Grande-Bretagne. Hein, Keir Starmer a démissionné. Bien, bon débarras. Il a été un Premier ministre assez lamentable. Bon, mais qui va lui succéder? C'est la véritable question. Et est-ce que la Grande-Bretagne pourra éviter de repasser aux urnes? Et dans cette hypothèse, la possibilité d'un gros succès du parti Reform
pourrait se présenter. Bon, on est dans des situations d'instabilité sur l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Ça fait beaucoup. Ça commence à être important. Donc voilà, on n'est pas dans une situation qui est réjouissante. Et je pense que et on le voit par exemple, il y a toute une série de choses. Les attaques contre CNews en France. Bon, alors CNews, tu sais bien, c'est pas ma tasse de thé. Je suppose que c'est pas la tienne non plus. Bon, etc. Mais CNews a le droit d'exister. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez choquant quand l'Arcom dit non seulement il faut y avoir un pluralisme externe, bon, ça oui, tout le monde est d'accord, mais elle demande aux chaînes privées d'avoir un comportement de chaîne publique et d'avoir un pluralisme interne. Chose d'ailleurs que les chaînes publiques ne respectent pas. C'est une autre histoire. Non. On peut ne pas apprécier CNews, on peut détester sa ligne politique, mais il me semble qu'une chaîne privée, après tout il y a 24 chaînes privées en France, qu'une chaîne privée sur 24, il n'y en aurait que 3-4, c'est vrai que le problème pourrait se poser, mais que sur 24, bah oui, elle a parfaitement le droit de choisir les tendances politiques qu'elle veut. Donc ça me semble philosophiquement assez inquiétant, et ça démontre en réalité une espèce d'affolement que l'on a autour de l'Élysée, parce qu'on sait très bien que la grande crainte d'Emmanuel Macron, c'est d'être remplacé par un président ou une présidente du Rassemblement national. Bon. Mais c'est pas en commençant à jouer avec la démocratie qui va réellement améliorer les choses. Et le micro. Et justement, ça nous permet de basculer sur ce qui se passe entre l'Europe et la Russie. Enfin, pour un petit tour, on ne pourra pas faire tout en détail, mais les choses sont assez étonnantes, parce que on en parle pas beaucoup dans les médias, en tout cas en France, mais il y a, malgré les drones ukrainiens qui freinent l'offensive russe, quand même une poussée russe assez majeure sur plusieurs parties du front, et la préparation pour encore plus, visiblement, autour de Zaporizhzhia au sud, et un contour, enfin, une offensive en direction de Slaviansk, une fois que Liman, Krasny Liman sera tombé. Comment tu vois ça? Enfin, ici, ils ont l'air de considérer que bon, l'Ukraine continue à gagner. C'est très étrange. On l'avait dit la dernière fois, même l'Institut pour l'analyse de la guerre note les avancées russes, ce qui est assez original pour cet institut. Mais de l'autre côté, les Européens se préparent massivement à des attaques de drones sur la Russie ou de missiles longue portée. En tout cas, c'est dit ouvertement, hein, c'est pas une interprétation, c'est déclaré par M. Rutte, patron de l'OTAN, déclaré par les responsables britanniques. Donc, massivement seront fabriqués des drones qui seront lancés par les Ukrainiens. Alors là, on est dans la co-belligérance la plus complète, parce que ce qui est attendu, c'est quoi? C'est une riposte de la Russie pour que soit déclenché l'article 5. Comment tu vois cette situation qui est de plus en plus périlleuse en Europe? Bon, alors, d'abord, il faut dire une chose. Sur le front, oui, c'est vrai, il y a une avancée russe. Et cette avancée russe ne semble pas être ralentie par les tirs de drones à longue portée sur la Russie. Régulièrement, ça se passe pratiquement tous les 3-4 jours, le gouvernement ukrainien
demande à sa population d'évacuer des nouvelles villes, des nouveaux villages, etc. Donc, on voit bien que la Russie avance. Konstantinovka est quasiment tombée. Elle sera tombée, je pense, au début de juillet, au début du mois de juillet. Déjà, les unités russes sont au-delà de Konstantinovka. Donc, ça veut dire que la bataille pour Slaviansk et pour Kramatorsk va commencer probablement à la mi-juillet. Voilà, une fois que ces deux villes seront tombées, pratiquement tout l'oblast de Donetsk sera passé sous le contrôle de l'armée russe. Bon, donc ça c'est clair. Bon, plus évidemment, il y a le nord avec l'avancée progressive, lente, mais tous les jours ils avancent un petit peu de l'armée russe vers Soumy. Bon, premier point. Deuxième point, la situation démographique de l'armée ukrainienne. Alors, on a vu la volonté du ministre de la Défense d'engager en les payant très grassement entre 7 000 et 11 000 dollars mois des contractants étrangers. Bon. Le problème, c'est que ça demanderait une rallonge de plusieurs milliards et peut-être même de plus d'une dizaine de milliards au budget ukrainien. Et cette rallonge, elle peut être faite que par l'Union européenne, pour simplement 80 000 hommes. Pour simplement 80 000 hommes. Bon. Aujourd'hui, et on le voit quand on lit toutes les déclarations qui sont faites sur Telegram par des militaires ukrainiens, le grand problème, c'est le manque d'effectifs. C'est le manque d'effectifs. Ils n'ont plus assez d'effectifs. Alors, on commence à voir des chiffres. Les chiffres commencent à sortir maintenant. Il y a en Ukraine 600 000 blessés graves et amputés de guerre. Ça nous mettrait les pertes, enfin le nombre de morts à peu près au même chiffre, puisqu'on sait qu'il y a une espèce de règle, bon, un petit peu bancale, mais bon, qui dit, bon, pour un mort, il y a un blessé grave, bon, etc. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait que les recrutements forcés suscitent de plus en plus de résistance. Et que c'est la Rada d'État elle-même qui le dit, il y a 200 000 déserteurs, donc personnes qui sont dans l'armée et qui ne se présentent pas, et il y a surtout 1,5 million d'Ukrainiens qui se cachent pour ne pas aller se battre. Donc ça veut dire que la population en a assez, très clairement. Troisième point, et c'est peut-être le point le plus important. Le gouvernement ukrainien est parti dans une surenchère ethno-nationaliste. Le résultat de cette surenchère, c'est qu'ils ont réussi à s'aliéner le gouvernement polonais, qui était pourtant, pour l'instant, le principal, enfin, pas le principal, mais disons un des soutiens importants de l'Ukraine. Bon, cette histoire de l'OUN, enfin de la branche armée de l'UPA, qui a fait des massacres. Ils ont un conflit mémoriel qui date depuis longtemps, mais là, l'inhumation, on avait parlé avec toi, l'inhumation en grande pompe de Andrei Melnik, une sorte de Jacques Doriot, plus, hein. Oui, beaucoup plus que Jacques Doriot d'ailleurs. Oui. Responsable de la Shoah par balle, enfin bon, collaborateur des nazis. Et un de ceux qui ont coordonné les massacres de dizaines de milliers de Polonais dans le sud de la Pologne, en Volhynie. Bon, ça, visiblement en Pologne, ça ne passe pas. C'est étonnant qu'on en parle peu ici, hein, mais oui, là, pour les Polonais, c'est normal. C'est l'histoire mémorielle est toujours. Et c'est une histoire qui est très 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 douloureuse, bon, etc. Et les Ukrainiens ont fait une deuxième bêtise. Bon. Le président polonais a demandé à Zelensky de lui renvoyer la décoration qu'il lui avait donnée, etc. Et l'ensemble de la classe politique ukrainienne a fait bloc et a dit, puisque vous exigez ça,
voilà vos décorations. Alors que ce soit Boudanov, mais que ce soit aussi des ministres, bon, etc. C'est stupide, parce que ce qui n'aurait pu être qu'un incident, hein. Bon, alors il n'y avait pas simplement que l'enterrement, que la réinhumation de Melnik, il y avait le fait de donner à une unité ukrainienne le nom de héros de l'UPA, bon, etc. Bien. Ok. Si les Ukrainiens avaient fait profil bas après la déclaration du président polonais, ça aurait pu s'arrêter là. Non. Il a fallu qu'ils disent non, c'est vous les Polonais qui racontaient n'importe quoi, bon, etc. Alors là, évidemment, ça a hystérisé complètement le débat sur les questions de la Volhynie et les massacres commis par les milices ukrainiennes en Pologne. Et donc, c'est devenu un véritable problème, à tel point que la Pologne a décidé de stopper les envois d'armes à l'Ukraine. Ils devaient transférer encore des avions et différentes armes à partir de septembre. Ils ont dit on ne le fait plus. Bon, premier point. Deuxième point, la Hongrie. Tous les Européistes disaient voilà, on est débarrassé de Orban, qui entre nous soit dit est parti de manière très démocratique pour le dictateur qu'il était présenté, a présenté ses meilleurs vœux de succès à son successeur. Bon, ok. Mais le dit successeur, il commence à dire qu'il veut pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon, il reprend en réalité une partie du discours d'Orban. Parce que ce discours, il est majoritaire dans la population, ce que les européistes n'ont pas compris. Bon. Donc, on commence à voir des signes de fracture importants et, d'une certaine manière, le gouvernement ukrainien n'en tire absolument aucune leçon. Au lieu de dire, il vaudrait peut-être mieux, mettre un petit peu le boisseau sur toute une série de choses qu'on peut dire et qui sont pas très recommandables. Bon, d'accord ? Non. Il dit, puisque vous nous attaquez, on répond là-dessus. Ils sont dans une logique de surenchère qui est absolue. Alors, outre qu'elle est scandaleuse quand on sait de quoi ils parlent, mais elle est politiquement d'une stupidité sans nom, mais absolument sans nom. Bon. Donc, ça va poser des problèmes extrêmement graves. Alors oui, leurs frappes ont eu des effets, d'ailleurs des effets plutôt indirects. Bon, comme j'ai dit, c'était essentiellement des citernes qui ont sauté. Mais évidemment, la destruction des citernes oblige de reconstituer ces approvisionnements et donc oblige les Russes à immobiliser autour des raffineries des trains de wagons-citernes pour remplacer les citernes qui sont détruites, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas les utiliser pour transporter le carburant. Et donc c'est pour ça qu'il y a maintenant des problèmes. Alors, pas des problèmes graves, hein, mais il y a des problèmes qui sont tout à fait évidents dans l'approvisionnement en carburant. Ça va pas durer longtemps parce qu'une citerne, ça se reconstruit en quelques semaines, très clairement. Mais bon, là, c'est vrai, ils ont un petit problème de ce point de vue-là. Mais ce problème, évidemment, il est essentiellement sur le secteur civil. Alors, plus exactement, il est sur le secteur du déplacement civil. Parce qu'il y a deux secteurs prioritaires en Russie. Secteur militaire. Et ça, très clairement, les militaires continuent d'avoir tout le carburant qu'ils veulent. Et l'agriculture. On va rentrer dans la période des récoltes. Et il n'est pas question que les récoltes ne puissent pas se faire pour cause de manque de carburant. Donc, c'est pour ça que les Russes ont priorisé ces deux secteurs, et puis on dit aux automobilistes, vous ferez avec moins, c'est pas un problème. Il faut savoir que les prix de l'essence, par exemple dans les régions du sud, comme Volgograd, etc., ont augmenté de 35%. C'est beaucoup, mais ça ne correspond pas à un effet de pénurie massif.
si on était à un effet de pénurie massif, on aurait quasiment un doublement du prix de l'essence. Et je rappelle que dans le prix de l'essence en Russie, il y a très peu d'impôts. Le litre de sans-plomb vaut l'équivalent de 0,80 euros en Russie, alors qu'il est à un 7, un 8 en France. Alors, 35% sur 0,80, bon, on va passer à 1,10 €. Ah, bien sûr, je dirais le conducteur russe, il va pas être content, ça c'est clair. Bon, mais c'est pas un énorme poids sur son budget. Donc, ça aussi, il faut le savoir, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Non, ce qui est très important, c'est cette espèce évidemment de poussée constante des Russes, qui maintenant est reconnue par quasiment tout le monde, et surtout ce que ça nous dit sur l'état, je dirais, démographique de l'armée ukrainienne. Oui, ils ont des problèmes extrêmement importants. Ils en sont à démanteler les brigades de réserve qu'ils avaient constituées péniblement à la fin de l'année dernière, tout simplement pour trouver des hommes pour garantir la ligne de front. Bon, et même ça, ils en ont pas assez, c'est évident. Si les Russes peuvent avancer par moments de la manière dont ils avancent, et qu'on voit qu'il y a des unités de renseignement qui avancent tout d'un coup de 15 kilomètres. Bon, c'est parce qu'il n'y a rien devant. Et ça c'est clair. Enfin, autrement dit, le front ukrainien devient une espèce de peau de léopard. Alors, il y a des coins où ils sont bien retranchés, où ils ont des gens et où ils peuvent résister. Et puis il y a des coins où il n'y a personne. Et évidemment, les Russes, ils passent par ces coins où il n'y a personne et ils commencent à encercler les unités ukrainiennes. Donc oui, on est sur une situation qui devient de plus en plus mauvaise. Et ça pose un problème quant à l'évolution du gouvernement ukrainien. À quoi ça sert cette espèce de volonté de monter aux extrêmes, tu l'as dit, de volonté de provoquer une riposte russe extrêmement importante, voire même les menaces qui ont été faites contre le Bélarus. Encore une fois, c'est peut-être ça qui est attendu, parce que sinon je vois pas bien le rationnel. Effectivement, tu as raison, il y a les menaces sur le Bélarus. Il y a peut-être la volonté de faire une nouvelle révolution de couleur, enfin de tenter un renversement de Loukachenko. En tout cas, des tirs, on parle de tirs sur la capitale d'une puissance nucléaire qui a 6000 têtes nucléaires. Donc c'est un peu une bavouille étrange quand même. Oui, alors, ce n'est pas l'intérêt des Russes d'user de l'arme nucléaire. Quoi que disent certains, pour l'instant, c'est clairement pas leur intérêt. Mais si les Ukrainiens mettaient leurs menaces, je dirais, à effet contre le Bélarus, si par exemple ils disaient, oui voilà, vous renseignez les Russes, vos systèmes de radar renseignent les Russes, bon, mais ils tiraient des drones, voire des missiles Storm Shadow sur ces installations, bah, la réponse logique serait l'entrée en guerre du Bélarus aux côtés de la Russie. Donc l'ouverture d'un nouveau front. Or, quand on a une armée qui manque d'hommes, l'ouverture d'un nouveau front, c'est la pire chose qui puisse arriver, d'une certaine manière. Il vaut beaucoup mieux avoir une situation relativement stable à la frontière du Bélarus, ce qui permet de laisser quelques unités symboliques là-dessus et de concentrer tous les hommes dans le Donbass ou au sud, que tout d'un coup de provoquer l'entrée en guerre du Bélarus et de provoquer un nouveau besoin d'hommes, cette fois-ci au nord-ouest de l'Ukraine, un besoin d'hommes qui ne pourra être couvert qu'en prenant des hommes là où ils sont. Donc, l'erreur avait déjà été commise. Qui semble fou. L'erreur avait déjà été commise avec l'offensive sur Kursk. Oui, tout à fait. Qui a utilisé de nombreuses ressources et de bonnes troupes ukrainiennes pour, au final, rien.
Tout à fait. Tout à fait. Ils ont dépensé dans cette offensive de course, qui était uniquement une offensive faite pour des raisons de relations publiques, enfin de propagande, des troupes qui leur auraient été beaucoup plus utiles cet hiver en défense. Bon. Donc, on a le sentiment que aujourd'hui, le gouvernement ukrainien mène une guerre de relations publiques en espérant provoquer une faute des Russes qui permettrait aux pays de l'OTAN de basculer d'une forme de co-belligérance non assumée à une forme de belligérance. Mais les Russes le savent parfaitement et ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Il suffit tout simplement si les Ukrainiens font des bêtises par rapport au Bélarus, qu'ils répliquent avec l'armée du Bélarus, qu'ils ont eu le temps de réentraîner parce que ça fait quand même depuis le début de la guerre qu'ils stationnent au Bélarus. Bon, et de rentrer dans cette partie de l'Ukraine. D'ailleurs, je signale que les troupes, que le front avec le Bélarus serait très proche de Kiev. Et donc, les Ukrainiens ne peuvent pas l'ignorer. Et ils savent très bien que si jamais les choses dégénèrent avec le Bélarus, ils seront obligés de prendre des troupes ailleurs et de les prendre en catastrophe. Et puis la Russie et la Bélarussie ont évidemment un partenariat militaire signé et nucléaire. Il y a eu le déploiement de missiles nucléaires récemment, en Biélorussie. Mais l'accord permettrait à la Russie d'utiliser des troupes sur le territoire bélarusse pour aller ouvrir encore un front qui, comme tu le dis, est à quelques dizaines de kilomètres de Kiev. Voilà. Ça mettrait très rapidement Kiev à portée de tir d'artillerie, ce qui est... Tout à fait, d'artillerie, de drones, et pas simplement les Gerran. On peut utiliser, les FPV maintenant ont une portée de l'ordre de 20 km, y compris les FPV qui sont guidés par fil. 20 km... pour moi, qui suis d'une génération qui a connu le Roland et le Hot dans l'armée française, où 5 km, vous trouvez ça merveilleux, magnifique, etc., ça impressionne quand même beaucoup. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon. D'accord, donc tu ne crains pas l'escalade en raison du calme des Russes et que, comme ça avance tranquillement et sûrement sur le terrain en Ukraine, il n'y a pas besoin de mordre à l'appât de la provocation. Non. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils sont face à ce type de provocation par l'Ukraine. L'Ukraine le fait régulièrement. Bon. Alors, point intéressant. Quand les Ukrainiens ont attaqué Koursk, la région de Koursk, dans la contre-offensive, c'est là où on a eu les troupes nord-coréennes. Bon, pas beaucoup, mais symboliquement, etc. Ce qui prouve que les Russes savent très bien maîtriser les règles du jeu. Ils n'ont pas utilisé les troupes nord-coréennes en Ukraine. Ils les ont utilisées sur leur territoire. Bon. Donc, si le Bélarus est attaqué, là, pour le coup, ils auraient la possibilité d'utiliser l'armée du Bélarus avec leur armée pour ouvrir ce front du Bélarus. Mais ils ne le feront pas spontanément. Et d'une certaine manière, ils sont en train de détruire tout ce qui est du système énergétique ukrainien, de détruire une grosse partie du système ferroviaire ukrainien, au point d'ailleurs que la société ferroviaire ukrainienne crie au secours et demande aux pays de l'Union européenne de lui fournir du matériel. Ce qui n'est pas évident, d'abord parce qu'on a très peu de stock et ensuite parce que les écartements de voies sont différents. Bon. Donc voilà,
on est dans une situation qui est extrêmement mauvaise, mais on est aussi dans cette situation où il y a cette espèce de montée en puissance de cette folie hyper nationaliste ukrainienne, ce qui, évidemment, pose toujours des problèmes importants pour l'avenir. Et la pression sur Poutine, tu ne crois pas qu'il peut y avoir une pression des milieux nationalistes, de la population? Parce que là, il y a encore un tir de Storm Shadow sur Voronezh. Oui, sur Voronezh. Bon, alors, c'est une cible militaire. Hein. C'était une usine militaire. Bon, mais. Ah oui, pardon. À Voronezh, c'est l'usine électronique. Oui, tout à fait. Qui est clairement une usine militaire. Bon, alors après, oui, il y a une partie de la population russe. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est à Moscou où c'est le plus évident. Il y a eu un sondage et pratiquement 40% des moscovites reprochent à Poutine de ne pas taper assez fort. Des moscovites. Bon. Oui, c'est surprenant. Hein. Oui, bon. Poutine, à mon avis, le gouvernement russe va rester bien au calme, va pas, d'une certaine manière, céder à ce genre de choses. Si certains des excités ultranationalistes russes deviennent un petit peu trop bruyants, ils auront un coup de téléphone du FSB. Bon, pas un coup de téléphone menaçant. Écoute, tu te rends compte de ce que tu dis, sois un peu sérieux. Bon, c'est comme ça que ça se passe en Russie. Et voilà, il y a aujourd'hui aucune raison de croire, de penser, de supposer qu'il y ait des problèmes politiques en Russie. Et d'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, la position du gouvernement russe, c'est plutôt de rechercher la plus grande unité possible au sein de la population. C'est important parce que dans le cadre de la préparation des élections législatives qui doivent avoir lieu en septembre, il semble, alors ça c'était Commerçant qui avait cité ça, que les autorités locales ont reçu des instructions selon laquelle il fallait que les résultats de l'élection correspondent aux réalités. Ce qui est assez étonnant quand on connaît l'utilisation, d'ailleurs au niveau local plus qu'au niveau national, de ce qu'on appelle les réserves administratives lors des élections législatives en Russie. Bon. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement russe ne serait pas mécontent que Russie unie se prenne une petite baffe et que les communistes et Russie juste montent dans le Parlement de Russie, parce qu'ils représentent une partie de la population, hein, et c'était deux partis qui avaient été très maltraités lors des dernières élections législatives. C'est pas impossible. Bon, faudra voir comment vont se passer ces élections. On en est encore loin. On est fin juin. Les élections, elles se passent en septembre, et c'est dans les 3 dernières semaines que les choses se décantent complètement. Mais c'est intéressant que l'on ait ce genre d'informations qui sortent dans la presse moscovite. Très bien. Eh bien, merci Jacques pour toutes ces analyses et la mise en situation, en perspective. On va suivre évidemment tout ça. Je ne sais pas encore combien de temps tu pourras nous suivre pendant cet été. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, c'est exclu parce que j'ai le séminaire franco-russe. Et que ça, le séminaire franco-russe, dont tu as reçu une invitation, pour moi, c'est une priorité. Mais la semaine d'après n'est pas du tout exclue. Voilà, et peut-être qu'on fait la semaine d'après, et puis après, on débranchera un peu pour l'été, à moins qu'il se passe des catastrophes. Des catastrophes, c'est toujours possible, hein, l'été il fait chaud, hein, surtout dans le Golfe, ça tape.
Très très fort. Hein. Faut pas se plaindre. En réalité, dans le golf, c'est vraiment terrible. Je ne souhaite à personne de combattre sous un casque par 46, 47 à l'ombre. Oui. C'est vraiment pas une bonne idée. Oui. Bon. En tout cas, merci encore une fois, Jacques. Merci à tous de nous avoir suivis. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et évidemment de la partager. Vous pouvez aller lire nos articles sur le site, sur le portail numérique de Fréquence Populaire, pop.media. Vous renseignez un email, c'est gratuit, pas de publicité, c'est confortable à la lecture. Et pour ceux qui pourraient nous aider, eh bien vous pouvez prendre sur pop.media un abonnement bénévole à partir d'un café par mois, 2 € par mois et plus pour ceux qui peuvent. Et sinon, vous avez dans le descriptif de cette vidéo, eh bien les liens vers nos pages Stripe et Tipeee pour ceux qui pourraient faire un don plus substantiel. On vous remercie. Encore une fois, merci Jacques. Et merci. À bientôt. Merci.